Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Il me semble, en tout cas, qu'effectivement, le moment est venu pour envisager des dispositions pour la région francilienne. Les vraies voix Sud Radio. Et oui, c'est ce qu'a déclaré hier le Premier ministre Jean Castex. Voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura bien un durcissement des restrictions en Ile-de-France. Il l'a dit, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. La région PACA, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, un confinement est sur la table. Mais alors, sous quelle forme? Un confinement le week-end, un confinement la semaine avec les écoles ouvertes? Ce sont les deux options étudiées. Vous dites oui à 57%. Sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio, vous vous attendez à un confinement. Ça fait quand même 43% de nos auditeurs qui pensent qu'il n'y aura pas d'annonce demain à 18h lors de la conférence de presse. On va en débattre. Est-ce qu'Emmanuel Macron a trop attendu avant de prendre ce genre de décision? Je vous rappelle que son pari, c'était de ne pas confiner. On en débat avec nos vraies voix ce soir. Françoise Degois, Philippe David, Philippe Bilger et vous au 0826 300 300 si vous me le permettez. Je vais commencer par vous. Voilà, Aymeric qui est avec nous. Bonsoir Aymeric. Bonsoir. Voilà, vous habitez dans le 95 à Aubonne, voilà, c'est en région parisienne. Bonsoir Aymeric. Bonsoir à vous. Vous travaillez dans la restauration d'ailleurs, mon cher Aymeric. Un troisième confinement, donc en tout cas le week-end dans ces régions, c'est ce qui semble se dessiner. Comment vous accueillez cette possible nouvelle, Aymeric? En fait, on s'y attendait tellement tous que c'est presque... on est tellement spoilé au final que c'est pas une surprise. Maintenant, ouais. Est-ce que c'est tard? Je pense que oui, c'est tard. Je pense qu'ils auraient dû le faire. Les médecins le réclamaient depuis longtemps, oui. Oui, bah voilà. Et en fait, nous on l'a remarqué parce qu'on est toujours ouvert, on fait de la vente importée et c'est simple. Quand il y a eu la première rumeur de la fermeture des week-ends, confinement les week-ends, c'est simple, il n'y avait plus personne le week-end. C'est simple, tout le monde est parti dans les régions qui étaient ouvertes, tout simplement. Donc, qui eux ont pu bénéficier d'un peu plus d'activités, commerce et restaurants importés, j'imagine. Mais nous, clairement, on a bien senti que tout le monde s'était barré le week-end. Ouais, c'est ce qui risque de se passer peut-être demain, vendredi matin, si c'est effectif dès ce week-end. Philippe Bilger, est-ce qu'il n'est pas un peu tard avant de prendre ce genre de décision? C'est ce qu'on reproche à Emmanuel Macron qui a déclaré ceci: le maître du temps, c'est le virus. Voilà ce qu'a déclaré le chef de l'État. Philippe, je ne vais pas fuir votre question et par définition, les interrogations de Sud Radio sont pertinentes. Mais le fait, j'admets bien volontiers qu'on nous demande notre avis sur le passé médiocre qu'on a connu, parfois dans la gestion de l'épidémie. Mais qu'on nous demande en permanence d'ajouter nos propres incertitudes à la conduite erratique d'un gouvernement qui, comme le disait Françoise tout à l'heure, va de Caribe dans Scylla, nous passe la rhubarbe et attend le séné. C'est-à-dire, je ne comprends plus rien à tout ça, et donc je ne me sens pas capable d'ajouter au chaos général mon propre petit désordre. Je n'ai rigoureusement aucune notion de ce qui va advenir, et je n'aurai aucune légitimité pour être péremptoire là-dessus. Franchement, je suis lassé. Alors, Françoise Degois, pour le coup, peut-être que le chef de l'État aurait pu, ces dernières semaines, écouter les médecins, les scientifiques. Alors écoutez, moi, je veux bien être de mauvaise foi jusqu'au bout parce que ça fait partie du jeu et que j'ai une tête politique. Mais enfin, on va quand même pas maintenant tabasser Emmanuel Macron pour pas avoir reconfiné assez tôt, alors qu'on a passé notre vie à le faire des louanges depuis 5 semaines parce qu'il nous a conservés, oserais-je dire, dans une sorte de système semi-carcérin. On a eu un sursis depuis quelques semaines. On est quand même en semi-liberté, les gars. On s'arrête à 18h. Voilà. Donc, on va pas lui reprocher maintenant de la même manière que sur l'AstraZeneca, moi je soutiens sa décision. Pourquoi? Parce que si demain vous avez 2 patients qui meurent après une vaccination, que ça barre la une du Parisien, mort après être vacciné, vous savez les trucs du Parisien. Vous imaginez les mêmes qui tabassent Emmanuel Macron là dans la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale en disant qu'est-ce que c'est cette décision? Ce serait été les mêmes en disant mais c'est quoi ce président inconséquent qui laisse mourir les Français? On n'a pas fait les tests nécessaires. Donc il faut arrêter. Comme Philippe, j'ai envie d'essayer de mettre au moins de la bonne foi dans cette histoire. Je pense que Emmanuel Macron, là où il y a une faute, c'est la ligne de partage des eaux entre la persévérance et l'entêtement. Voilà. C'est-à-dire qu'il a pris une posture politique. Il a fait un choix politique. Il serait très simple d'arriver devant les Français demain et de dire voilà, j'ai essayé.
ça n'a pas marché, on est obligé de reconfiner. Ça, ce serait la méthode sage. Il ne va pas faire ça, à l'évidence, puisque de toute façon, ce n'est pas lui qui parle demain. Mais l'idée générale de passer de l'autre côté du cheval, c'est-à-dire de nous vendre depuis 5 semaines un président autonome qui s'est affranchi de tous les médecins, qui passait nuit à lire The Lancet, qui maintenant est professeur d'épidémiologie, parce qu'on est quand même dans ce délire-là avec les conseillers du président. C'est pas faux. Non mais je vous jure que c'est délirant. C'était Dieu, c'était Jupiter, maintenant sans déconner, c'est le prix Nobel de médecine. Bon, et de passer de l'autre côté du cheval et mettre en scène le fait qu'il se remet dans la main du conseil scientifique, le fait qu'il consulte les scientifiques à tout va, comme Philippe, on devient fou en fait. En réalité, on devient dingue. Ouais. C'est-à-dire que on comprend qu'il n'y a rien à comprendre. Oui, voilà, Philippe Bilger. C'est tout. Mais Françoise, avec le paradoxe tout de même, ou la rançon, que même si vous approuvez la position qu'il a prise sur AstraZeneca, eh bien, de toute manière, il a aggravé la méfiance du citoyen à l'égard de ce vaccin. C'est dramatique. Non, mais vous avez raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans cette espèce de vent tourbillonnant, avec toutes les infos qui nous remontent, en réalité, il y a un amateurisme total à la tête de ce pays. Et il y a un homme en plus qui a pris goût à la décision en solitaire. Emmanuel Macron, il a pris goût au Conseil de sécurité, au Conseil de défense. C'est quelqu'un qui a pris goût à la décision. C'était déjà sa pente naturelle. Mais donc là, on est quand même, comment dirais-je, soumis à la réflexion de ce jeune homme. Moi, je veux pas la mort du petit cheval, mais c'est un gamin, Emmanuel Macron. C'est quelqu'un qui a aussi besoin d'être... Il n'a pas la sapience, voilà, c'est ce que je veux dire. Philippe David. Donc, il consulte Emmanuel Macron et il décide donc le mercredi en Conseil de défense. Là, il est en train de mettre en scène le fait que les médecins reviennent dans le jeu, le Conseil scientifique, alors que ça fait 5 semaines qu'on nous explique qu'il est émancipé de tout ça et que l'épidémiologiste en chef, c'est lui. J'invente rien, Richard Ferrand, dans le texte, il y a 3 semaines. Philippe David. En pleine Première Guerre mondiale, Clémenceau avait dit « La guerre est une chose bien trop sérieuse pour la confier à des militaires ». Version reprise par Churchill pendant la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je crois que la politique de la France est une chose beaucoup trop sérieuse pour être confiée à des médecins qui disent pour les uns blancs, pour les autres noirs, il n'y a qu'à voir pour l'hydroxychloroquine entre Raoult et ses adversaires, ce qu'ils se disaient, pareil pour le reste. Alors faire un confinement le week-end, est-ce que ça sert à quelque chose? Si tout le monde est serré dans les rames du RER, des bus, des tramways du lundi au vendredi, le confinement le week-end, vous êtes d'accord qu'il ne sert strictement à rien. Je sais pas. Si on fait un confinement... On évite les réunions familiales, les anniversaires en journée, les commerces... Sur des grandes villes comme des grandes agglomérations comme Bogota par exemple en Colombie, c'est l'exemple qu'on a le meilleur. Ça a beaucoup très très bien marché. À Nice depuis 15 jours, ça n'a pas tellement marché. À Nice, ça n'a pas marché, dans le Pas-de-Calais non plus. Non. Confiné en gardant les écoles ouvertes où les minots vont se contaminer parce qu'on ne m'expliquera pas qu'un gamin de 6 ans, il va garder un masque pendant toute l'après-midi, tant que la matinée, qui va pas bousculer son copain à la cour de récré et se mettre les doigts dans la bouche. Surtout que maintenant les températures vont remonter, les gamins vont être moins habillés, donc avoir plus de contact sur des bras nus, etc. Bref, faire un confinement, je sais pas comment dire, light, léger, ce que vous voulez, ça ne rime à rien, ça n'a pas de résultat. Et refaire un confinement dur, on va achever mentalement les Français qui n'en peuvent plus au bout d'un an. Alors en plus, choisir la date d'aujourd'hui, qui est la date de l'anniversaire du confinement pour parler de ça, ça a un nom, ça s'appelle de la provocation. Non, le maître du temps, c'est le virus, c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron. Il fallait attendre une semaine, par exemple, mais ne pas le faire pour les 1 an, c'est de la provocation. En politique, le symbole, c'est essentiel. Oui, enfin moi je suis pas tout à fait d'accord, je pense que là vous dites... Alors il aurait dû le faire une semaine avant? Non, mais moi ou après. Je pense qu'il a... On ne peut pas attendre depuis 1 an, c'est comme les masques, on les a attendus, vous savez. Je pense qu'il a, je le redis, il a franchi la frontière de la persévérance à l'entêtement. Ça s'est fait en quelques jours. Donc il a compris son erreur. Il se dit là, donc maintenant, il repart parce qu'il pense, Emmanuel Macron, qu'il peut s'en sortir comme Boris Johnson le pensait, c'est-à-dire dès qu'on referme tout, ne serait-ce que le week-end, on arrive. Donc il a pensé jusqu'au bout. Mais là, si c'est ça, il faut qu'il nous l'explique lui. Il faut que ce soit lui qui dise voilà. Ça, sinon c'est incompréhensible, on comprend rien. Personne ne comprend rien. Avec la difficulté, comme il n'est pas étranger à une assez vaniteuse conception de lui-même, que comme c'est joliment dit.
il devra justifier, c'est important, pourquoi il change d'avis. Donc là, il y a un problème politique et psychologique important. Alors, Philippe, moi je suis d'accord avec vous. Le seul problème, en réalité, profondément, il est psychologique. Dans le sens, je ne veux pas faire de psychopolitique, mais il y a, vous savez, l'Ecclésiaste, c'est un très beau texte, merveilleux, qu'on lit tous, qui explique la politique, qui a été écrit d'ailleurs par le fils du roi Salomon, par Salomon. L'Ecclésiaste, par le roi Salomon, pour son père David, se termine par vanité, vanité, tout n'est que vanité. Ça, c'est sublime. Eh bien, vanité, vanité, tout n'est que vanité, c'est quelque chose qui conditionne la vie politique et de façon exacerbée dans cet exécutif-là. Il y a un problème majeur, profond, d'arrogance, de manque de modestie, et tout cela, si vous voulez, parfume l'ensemble des décisions politiques qui sont prises. Et ça, je vous assure que c'est un problème. Allez, je suis d'accord avec Françoise et avec Philippe, et moi je vais aller plus loin. Il y a Natacha Polony qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Sommes-nous encore en démocratie ?» Est-ce que ça pose pas problème que tout se décide en petit comité sous le sceau du secret défense? Moi, ça fait des mois que c'est-à-dire, mais on le dit tous les deux, mais je crois même Philippe Bilger le dit, c'est-à-dire en clair que le gouvernement ne sert plus à rien, l'Assemblée nationale ne sert à rien, le gouvernement, les ministres ne servent à rien. Non, mais même Véran et Castex en Conseil de défense, ils font tapisserie, les gars. Voilà. Ils prennent des notes pour annoncer le lendemain, donc c'est 18h. L'Assemblée nationale ne sert à rien, le Sénat ne sert à rien, on est encore en démocratie quand tout se décide à 3 personnes sous le sceau du secret défense. Une personne, oui. En vrai. On revient toujours à Clémenceau qui disait, pour prendre une décision, il faut être un nombre impair, et 3, c'est déjà trop. Voilà. Oui, non, juste pour dire que, par exemple, en parlant de cette décision, je pense que Philippe, vous avez les mêmes échos, les 3 Philippe, vous vous rendez compte quand même que hier, AstraZeneca, la décision de suspension, personne ne le savait à l'Élysée. Jean Castex ne le savait pas. Ils ont appris ça sur leur smartphone avec une alerte de l'AFP. Tout seul dans son bureau, je décide, je boing. Non mais ça a l'air d'être un détail, mais c'est un détail pour vous, mais ça veut dire beaucoup. Non mais c'est drôle, mais c'est drôle. Non, c'est pas drôle, c'est dramatique. Non, parce qu'il y a des vieux enjeux, mon pote. Là, moi, je suis désolé. Non, mais excuse-moi, faire fonctionner l'État comme ça, c'en est drôle, oui. Allez, on clôt le débat et on passe au débat suivant. C'est le deuxième débat des Brévois.